Tu vois ce couple parfait que tout le monde croit, destiné au bonheur éternel. Jordan et Cody semblaient exactement ça. Jeunes, beaux, amoureux, tout juste mariés. Jordan, très religieuse, s'était même préservée pour le prince charmant de sa vie. Mais une semaine après avoir dit oui, des choses étranges ont commencé à se produire. Des pressentiments bizarres sont apparus, des esprits guidaient des personnes et transmettaient des messages. Et aussi un email des plus insolites. Tout cela complète la recette de l'épisode d'aujourd'hui. Tu veux comprendre tout ce qui s'est passé dans cette affaire? Viens avec moi, mets un like ou un commentaire, même un emoji. Je suis Marcos Campos, soyez tous les bienvenus. Si tu peux, rejoins notre club de membres, car tu m'aides directement dans la production du contenu. Pas de souci si tu ne peux pas, fais juste ce que j'ai demandé, d'accord? Ajoute un emoji, ça m'aide. Laisse-moi voir. Ah, je me souviens, mince, comment j'ai pu oublier ce truc? Je viens juste de manger une pasoka ici. Les gars, regardez cette pasoka de chez Growth, c'est trop bon. C'est ma première commande, alors que j'ai un partenariat avec Growth depuis longtemps. C'est la première fois que je commande cette pasoka ici ce mois-ci. Franchement, elle est vraiment bonne. Regardez, juste pour vous donner une idée, elle contient 5 grammes de protéines whey protein qui est ajoutée ici. Mais elle ressemble vraiment à une pasoka normale, très différente de ses autres aliments. Fit. Bon, pardonnez-moi la sincérité, mais certaines ont vraiment un goût de croquette, non? Mais celle-ci, franchement, elle est top. Voici donc mon conseil. Avec le code MARCOSCAMPOS sur le site Growth, bénéficiez d'un prix spécial. Le lien est en description. Message des données, passons aux faits. Jordan Lynn Graham est née en août 91 et elle a grandi avec sa famille dans le Montana, aux États-Unis, tout près du parc national des glaciers. Un lieu qui, vous le verrez, sera crucial dans notre histoire, très bien. Sa famille comprenait sa mère, son beau-père et son demi-frère. C'était une famille très religieuse, vous voyez. L'église était un peu le cœur de leur vie. Jordan allait au culte chaque semaine, elle participait à tout ce que la congrégation organisait. Dans cette ambiance familiale, ceux qui vivaient avec elle disaient qu'elle était calme, timide, un peu à l'écart. Et le grand rêve de Jordan, comme l'a dit son meilleur ami plus tard, c'était de trouver un garçon avec qui partager sa vie dans cette ville où elle habitait. C'était le projet de beaucoup de gens, tu sais, de nombreuses filles et garçons. Un endroit très tranquille, petit, avec des gens aux idéaux bien définis. Les hommes travaillaient au champ et les couples se mariaient très jeunes. Et tout de suite après, le plan était d'avoir au moins 2 enfants. Jordan prenait ça très au sérieux, n'est-ce pas? Dans ses projets de vie, elle voulait rester fidèle à ce qu'elle était, n'est-ce pas? Du moins, comme elle avait grandi. Comme je l'ai dit dans l'introduction, elle attendait donc la virginité. Il laisse-toi rester là à t'attendre le prince charmant, comme je l'ai dit, pour après le mariage. D'après ce qu'elle dit, l'homme idéal ou le prince est apparu pour elle. En 2011, donc, c'était à peu près comme ça. Jordan, alors âgé de 20 ans, a croisé la route de Cole Lee Johnson, un gars de 25 ans. On ne sait pas exactement comment ils se sont rencontrés, car les sources ne donnent pas beaucoup de détails sur ce point de l'histoire. Donc je suppose que ça a été une rencontre fortuite là, dans la ville même, soudainement, enfin par là. Cole venait aussi de Kalispell, dans le Montana, où il avait un très bon emploi. Déjà chez Nanomad Global World Communication Services, une entreprise technologique. Ses amis disaient qu'il était aussi un gars plutôt réservé, très responsable. Il n'aimait pas trop l'agitation, ça correspondait un peu au style de vie de Jordan, n'est-ce pas? Mais réfléchissez malgré tout, non? Même s'ils étaient un peu réservés. Timides, ouais, ils avaient quand même quelques différences, non? Elle était très timide, très religieuse, et lui n'était pas aussi croyant qu'elle. Mais la chimie entre eux, c'était leur point fort, et il y a eu une passion instantanée. Et Cole disait même partout qu'il voulait vraiment une petite amie de l'église, pour former un couple bien comme il faut. Donc, il semble qu'il ait vu en Jordan une chance de réaliser cet idéal qu'il avait. Alors, quand ils ont commencé à sortir ensemble rapidement, la relation est devenue de plus en plus sérieuse. Et le jeune homme semblait vraiment vouloir faire partie de la vie de Jordan. Dans le mode de vie familial, non? Il a commencé à aller à l'église et à voir ses amis. Et pour tous ceux qui regardaient la situation de l'extérieur, ils formaient un petit couple parfait. On pouvait voir les deux sourire, heureux de la vie. Et une chose que Jordan racontait à ses amis, c'est qu'elle se sentait très à l'aise avec lui.
Surtout parce que Cold respectait ses croyances, n'est-ce pas? Surtout celle de rester vierge jusqu'au mariage, voire même après le mariage dans son cœur, n'est-ce pas? Et de cette façon, les choses semblaient avancer et tout allait bien tranquillement. Alors, après un peu plus d'1 an ensemble, vers 2012, Jordan a publié sur ses réseaux sociaux qu'elle était fiancée. Ses amis, très enthousiastes, imaginaient déjà le mariage, les fleurs et le meilleur. Mais du côté de Colmeyo, le sentiment était tout autre. Du moins, de ses amis, d'accord? Ces amis-là, les personnes qui vivaient avec lui. Ils n'étaient pas aussi enthousiastes que ça, parce qu'ils pensaient que c'était trop tôt, n'est-ce pas? Certains ont même pris Cold à part et lui ont dit « Mec, attends un peu plus, non? Laisse cette relation mûrir davantage, car tu fais un grand pas. » Il y en a même qui disaient que Jordan n'avait pas l'air aussi heureuse que ce qu'on voyait, tu sais? En public, certains proches de Cold les mettaient en garde. Est-elle vraiment heureuse? Tu vois le genre, non? Personne n'était venu non plus dire « Réveille-toi, mec !» Mais apparemment, d'après les témoignages, il y avait des discussions, tu vois? Ce nuage de méfiance, tu vois? Mais bon, les gars, l'opinion, c'est comme on dit, chacun a la sienne. Et les préparatifs pour les fiançailles ont continué malgré tout. Dans le cercle social de Jordan, tout le monde assurait qu'elle était sur un petit nuage, rêvant de son avenir aux côtés de son petit ami. Et elle ne plaisantait pas, d'accord? Elle s'est occupée de chaque détail du mariage toute seule. Elle tenait à tout garantir. Elle a engagé les musiciens et commandé une chanson pour qu'ils dansent à la cérémonie. Tout était prêt alors le grand jour est arrivé, le 29 juin 2013. C'était un samedi. Jordan et Cody se sont enfin mariés lors d'une magnifique cérémonie. Comme dans un vrai conte de fées, elle a traversé l'allée en pleurant, très émue. Tout se passait comme prévu, non? Beaucoup de mariés pleurent à ce moment, n'est-ce pas? Mais la façon dont Jordan a pleuré, eh bien, c'était peut-être un peu trop intense, selon certains. Quelque chose qui paraissait alors simplement émotionnel. Mais ensuite, avec tout ce qu'on va découvrir, c'est devenu un détail qu'on ne peut pas ignorer dans cette affaire. Et il y a eu une autre chose qui a attiré l'attention de certains invités. Pendant que Cody était là, tout amoureux, en train de lui dire ses vœux, Jordan, de son côté, ne le regardait pas. Elle est restée tout le temps la tête baissée, tu vois, regardant le sol. Parfois, elle détournait même le visage, un peu distraite. Ceux qui regardaient Tianosa trouvaient ça au minimum bizarre. Mais bon, la cérémonie a continué. Le reste de la fête s'est bien passé, elle avait l'air amoureuse. Après, pendant la fête, elle a dansé avec lui, y compris sur cette chanson qu'elle avait demandée. Et pour tout le monde, cette célébration, cette union, il n'y avait aucune raison pour que ça ne dure pas pour toujours. Sauf que cette image parfaite n'a pas résisté à un seul battement de cils. La vraie histoire ne faisait que commencer. Enfin, mariés. Quelques jours après le mariage, les amis les plus proches de Jordan ont commencé à recevoir plein de messages de sa part. C'était une confession après l'autre, et des trucs où tu te dis « Mais comment ça? Ce n'est pas possible !» Elle disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle s'était mariée, qu'elle ne supportait plus cette vie d'épouse. Tu te rends compte? Mariée depuis quelques jours seulement, au début, ces personnes pensaient que c'était tout. Soudainement, il y avait là un sentiment confus qu'elle ressentait. Après tout, elle avait toujours vécu avec ses parents, n'est-ce pas? Avec sa famille, sa mère, son beau-père, son frère, etc. Ils ont cru que c'était peut-être un choc de réalité. Bientôt, la poussière retomberait, elle commencerait à digérer et comprendre cette nouvelle réalité. Que c'est toute cette passion des débuts. Mais maintenant, ils vivaient ensemble, n'est-ce pas? Il y a là des particularités. Sauf que les jours passaient. Mais les plaintes ne passaient pas. Jordan devenait de plus en plus étrange, tu sais. Ensuite, certains détails sont apparus. D'après les témoignages, apparemment le jour du mariage, elle n'a pas voulu avoir de relation intime avec Cold, d'après les témoignages. J'en parle comme si c'était un ragot, parce que ce sont les gens qui ont été interrogés et tout ça. Et c'est là dans les sources, d'accord les gars. Bon, elle aurait donc refusé, n'est-ce pas, de continuer? Elle s'était préparée pour ce moment, mais a refusé quand il est venu. Bon, d'accord, mais ça ne continue pas, ça s'est arrêté là, d'accord. Les jours passaient, et elle continuait à se plaindre, à esquiver. J'ai mes règles, j'ai mal à la tête. Toujours pour éviter le contact intime. Et l'ambiance donc entre eux ne s'améliorait pas, et la situation devenait de plus en plus tendue. Maintenant. Bon, alors on arrive donc au dimanche 7 juillet.
Et le mariage de Jordan et de Cold fêtait sa première semaine. Cold avait prévu une journée tranquille, n'est-ce pas? Il avait l'intention de faire du kayak avec le beau-père de la fiancée de sa femme. Maintenant, n'est-ce pas ça le matin, et ensuite en fin d'après-midi. Il avait prévu de jouer au golf avec un ami, mais soudainement, il a décidé d'annuler les deux plans. Il a dit à ces deux personnes qu'il ne pourrait pas venir parce que Jordan lui avait préparé une surprise. Rien de suspect, n'est-ce pas? Mais ensuite, il n'a plus parlé à personne. Le lundi, donc le 8 juillet, il ne s'est pas présenté à son travail. Et il n'a prévenu personne, il n'a rien dit à personne, ni à aucun membre de sa famille, ni à aucun collègue de travail. Son patron et un ami là-bas ont trouvé cela étrange, car ce n'était pas dans ses habitudes. Ils ont donc décidé d'aller faire un tour chez lui pour voir ce qui se passait. On a déjà vu plusieurs témoignages américains où ça arrive, n'est-ce pas, cette première vérification de bien-être. Bon, ils sont donc arrivés à la maison. Ils ont sonné à la porte plusieurs fois et rien. Silence absolu. L'ami a donc regardé dans le garage où se trouvait la voiture de Cold. Garé tranquillement, Cold. Il n'est donc pas sorti, n'est-ce pas? L'alarme a alors retenti dans leur tête. Ils ont donc décidé d'appeler la famille et de contacter la police parce que quelque chose définitivement n'allait pas. Au début, ils ont même pensé que Jordan avait aussi disparu, mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'il retrouve la femme. À ce moment-là, les choses deviennent vraiment étranges. Elle a immédiatement raconté sa version des faits du dimanche 7 ans. Selon Jordan, cet après-midi-là, elle et Cold sont sortis manger quelque chose, une sortie ordinaire. Ils sont donc rentrés à la maison, et la Cold aurait reçu un appel mystérieux. Elle a dit qu'elle ignorait qui était à l'autre bout du fil, mais que Cold a parlé avec cette personne environ 30 minutes. Et il avait l'air contrarié. Après ça, Jordan raconte que quand ils sont arrivés à la maison, elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié son chargeur de téléphone. Dans une maison où elle gardait des enfants, son téléphone était presque déchargé, alors elle a dit qu'elle y est allée. C'était tout près. Elle a dit être passée dans cette maison pour prendre son chargeur. Elle raconte que rentrée à la maison, Cole n'était déjà plus là. Mais peu de temps après ça, elle a dit avoir reçu un message de Cody disant qu'il allait faire un tour avec des amis. Là-bas, au parc des glaciers. Je précise bien, le parc des glaciers. Mais c'est le parc national glaciaire, d'accord? Qui se trouve là-bas dans le Montana. Eh bien, les enquêteurs ont évidemment demandé à voir ce message-là, qu'il aurait soi-disant envoyé. Elle a expliqué qu'elle ne pouvait pas montrer car elle supprimait toujours ses messages avec Cody après lecture, pour ne pas saturer la mémoire du téléphone. Aïe, 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 hein, Madame Jordan, tu es vraiment sérieuse avec cette excuse, on va voir ça. En continuant donc son témoignage, elle a dit que, quand elle rentrait chez elle avec le chargeur qu'elle avait oublié, elle était allée le chercher. Elle a vu une voiture noire avec des plaques de Washington qui sortaient de près de chez eux, n'est-ce pas? Là où la voiture de Cody était garée. Eh bien, avec ce détail-là, complètement vague, qu'elle a fourni à la police. Les officiers ont tenté de trouver un véhicule correspondant à cette caractéristique, n'est-ce pas? Un véhicule mystérieux. Au début, les enquêteurs n'y ont pas trop cru dans cette histoire-là, d'accord? Mais tout a changé lorsqu'ils ont vérifié l'historique des appels du téléphone de Cody. Voyez, un appel venait bien d'un numéro de Washington. La police est allée voir le propriétaire du numéro. Même si les histoires ne concordaient pas, même si elles ne s'emboîtaient pas comme une pièce de puzzle, ça avait quand même un certain sens, non? Soudain, la voiture et le téléphone de Washington, bref. Et cet homme, qui est propriétaire du téléphone, a confirmé qu'il avait bien parlé avec Cody ce jour-là, mais que c'était un sujet banal. Rien de suspect n'a été relevé. C'était une conversation très rapide, juste pour réclamer quelques outils et qu'il avait prêtés à Cody et qu'il voulait récupérer. Eh bien, ils ont vérifié cette histoire et c'était vraiment un alibi pour ce type. Ils ont vu que tout concordait, qu'il n'était vraiment pas là, il était là au moment de la disparition et ils l'ont rapidement écarté de l'enquête. Je suppose que cette histoire de voiture qui aurait été là n'était pas vraie, n'est-ce pas, César? C'était un mensonge. Mais celle qui a vu, c'était Jordan, d'accord? Mais continuons à voir. Donc cette piste de la voiture noire, qui semblait prometteuse, n'a rien donné, n'est-ce pas? Une impasse. Avec la piste de la voiture qui tombe à l'eau, les enquêteurs se sont de nouveau tournés vers Jordan. Ce qui les a surtout frappés alors, c'était son état. Elle était super calme, détendue, du genre « Tout va bien, mon mari a disparu, mais ça peut même être une bonne chose, non ?» Tandis que la police recherchait Cody, ses proches n'en ont évidemment pas attendu sans rien faire.
Contrairement à l'état de sa femme, ils étaient agités, inquiets et ont commencé à organiser une équipe de recherche, là, sur place. Des bénévoles, n'est-ce pas? Sauf que cela a rendu Jordan furieuse. Certaines personnes présentes ont raconté que, quand elle a vu qu'il y avait tout un groupe prêt à aider, elle a un peu pété les plombs. Elle était si en colère qu'elle a arraché son alliance et l'a jetée par terre devant tout le monde. Une vraie crise. Tu vois, bon, elle est peut-être nerveuse, non? Elle est très anxieuse et chacun réagit à sa façon, non? Face à certaines situations. Mais pour ceux qui suivent le true crime, les gars, quand je raconte ça, qu'est-ce que ça évoque? Il y a un petit truc louche dans cet angle-là, non? Ah, il y en a un, hein? 2 jours après la disparition de Cody, Jordan s'est présentée soudainement à la police avec une nouveauté. Elle a dit avoir reçu un email d'un compte nommé ainsi. L'expéditeur, Tony, a envoyé un message direct. Arrêtez de chercher Cody, il est parti. Selon ce fameux Tony, Cody l'avait rencontré dans un endroit du parc, n'est-ce pas? Du parc glaciaire. Il a raconté que dimanche soir, Cody était venu avec ses amis. Il a dit que Cody lui avait parlé. Il avait besoin de temps pour profiter et se promener tranquillement. Et l'histoire de l'email continue comme ça, hein? Tony a écrit que les gars sont partis ensemble, mais qu'après un moment, ils sont revenus. Ils ont dit être allés se promener en forêt, tandis que Cody avait choisi de se balader seul au parc. Ensuite, ils ont dit qu'ils s'étaient éloignés, qu'ils étaient revenus là, et qu'ils pensaient que Cody ne revenait pas parce qu'il était tombé d'une falaise et qu'il était mort. Et pour couronner le tout, ces soi-disant amis sont partis très vite, sans laisser de nom, de numéro de téléphone, rien du tout pour que ce Tony puisse noter. Jordan l'a présenté aux autorités comme l'explication parfaite. Les gars, il n'y a même pas de commentaires à faire là-dessus, parce que c'est au minimum bizarre, non? Genre, je me balade au parc avec des amis. Soudain, ils s'éloignent, puis reviennent et annoncent qu'un gars est tombé dans un précipice. Et ce Tony là, c'est qui? Hein? Il travaille là-bas? C'était aussi un ami. C'est qui ce type? Qui n'a pas appelé la police? Il va envoyer un message à la femme du gars en disant « Hé, arrête de chercher parce qu'il ne reviendra plus ». C'est absurde, je ne sais même pas si je dois en rire ou pleurer. Mais les gars, avec cet email en main, évidemment que la police avait là un indice très solide. Je dirais non. Informatiquement, pour tracer l'origine, je vais en parler maintenant. Ce qui compte ici, c'est qu'ils ont obtenu cette information à partir de l'email. Bien sûr, ils n'ont pas vraiment prêté attention à ça, à la petite histoire qui était racontée là-dedans. Mais il y a certains points qui attirent de l'attention. Vous n'êtes pas d'accord? Par exemple, dans le parc des glaciers, Cody était allé s'y promener. Si on lit entre les lignes, est-ce que ce mail ne contiendrait pas la solution de l'affaire? Enfin, les gars, Jordan a donc décidé, après que tout cela se passait et que les recherches avançaient parallèlement à l'enquête, les recherches des bénévoles, des amis, de la famille et tout le reste, Jordan a choisi d'aider dans ses recherches. Mais ceux qui étaient là, tu sais, qui se promenaient dans le parc et tout, disaient qu'elle avait l'air un peu distraite, comme si elle se baladait, tu vois? Elle fredonnait des petites chansons heureuses, complètement déconnectées de ce qui se passait. Le premier jour, aucune piste n'a été trouvée, mais le deuxième jour, tout a basculé. Ils tournaient en voiture dans le parc, et tout à coup, Jordan a commencé à agir bizarrement. On aurait dit qu'elle était entrée dans une sorte de transe. Je ne sais pas, ça, c'était vraiment bizarre. D'un coup, elle a demandé d'arrêter la voiture sur une route isolée du parc, près d'une falaise immense d'environ 60 mètres. Elle a dit qu'elle avait eu un pressentiment. On n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Alors, après que la voiture se soit arrêtée, elle a sauté dehors, a traversé un champ rempli de buissons et est allée directement près d'un ravin là-bas. Quelques secondes plus tard, elle a commencé à crier qu'elle avait trouvé Cold. Imaginez la scène, les amis d'elle qui regardaient sans y croire et la police qui courait pour voir ce qui se passait là, hein? Alors, les autorités, les secours, ont été appelés parce que la zone était très compliquée, dangereuse. Et après avoir dit ça, Jordan a dit que Cold avait déjà mentionné plus d'une fois qu'il voulait justement explorer cet endroit-là, là où il a perdu la vie. Tout le monde est resté bouche bée, se demandant comment cela a pu arriver. Quand ils lui ont demandé comment elle a eu l'idée de regarder justement là, elle a donné une de ses réponses, tu vois. Elle a dit que le Saint-Esprit l'avait guidée jusqu'au corps de son mari. Ah, ça a pesé, je pense que ça a pesé sur ses épaules, non? Genre, je crois qu'elle ne supportait plus de porter ce mensonge. En même temps, le corps de Cold a été extrait avec beaucoup de difficultés, non?
Terrain accidenté, immense falaise broussailleuse, des jambes partout, bref. Il y a eu un hélicoptère et une équipe de secours spécialisée pour réussir ce sauvetage, n'est-ce pas? Ensuite, l'affaire a vite explosé sur les réseaux sociaux, avec même un compte anonyme nommé « Qui a tué Cold ?», qui est arrivé en demandant aux gens de partager tout lien avec l'événement. Et Internet, vous savez comment c'est? Tout le monde avait sa propre théorie. Et puis les résultats de l'analyse médico-légale sont arrivés. Parce que pendant que tout avançait un peu n'importe comment, dans tous les sens, la police, tu vois, l'enquête faisait son travail. Les résultats sont arrivés et ils ont confirmé que les blessures qui ont coûté la vie à Cold étaient compatibles. Même avec une telle chute, tu vois, considérable. Le même jour, Jordan a publié une photo de leur mariage sur ses réseaux sociaux, très émue. Avec une petite lettre, elle a écrit qu'il lui manquait énormément, qu'elle ne passerait pas un seul jour sans penser à Cold. Sauf que sa famille et ses amis étaient dévastés, les gars. Mais les enquêteurs n'étaient pas du tout convaincus par tout ça. Pour eux, c'était du théâtre. Ils n'ont évidemment pas cru cette histoire de veuve inconsolable et ont continué à surveiller la jeune femme. Élémentaire, mes chers amis. Maintenant, avant que je vous raconte tout ce qui s'est passé pendant l'enquête, tous les détails, dites-moi dans les commentaires. Qui parmi vous pensait que c'était Cold qui allait tuer dans l'épisode d'aujourd'hui? Un rebondissement naturel, mais ici, ce n'est pas le cas. La première chose que la police a faite, les gars, ça a été d'enquêter sur ce fameux email mystérieux. Les techniciens ont retracé l'origine d'où cet email avait été envoyé. Voilà. Ils ont découvert qu'il venait d'un faux compte, créé peu de temps avant l'affaire de l'ordinateur de la maison du beau-père. Inscription de Jordan. C'est très suspect, n'est-ce pas? Mais étant donné l'endroit où son corps a été retrouvé, les enquêteurs ont décidé de revoir les caméras de sécurité du parc des Glaciers. Et c'est là qu'un point clé est apparu. Sur les images, on pouvait voir la voiture de Cold entrer dans le parc et qui était sur le siège passager, c'était Jordan elle-même. Ils étaient donc tous les deux là, cette nuit-là. Et s'il restait le moindre doute à ce sujet, même si les caméras montraient là des preuves très claires, n'est-ce pas? La triangulation du téléphone a confirmé leur présence. Face à ces preuves, les enquêteurs n'ont pas eu le choix. Ils ont convoqué Jordan pour témoigner dans le but de la confronter à ces nouvelles preuves et à tous les mensonges qu'elle avait racontés jusque-là. Au final, Jordan n'a pas supporté la pression et a finalement admis qu'elle avait menti tout le temps. Mais évidemment, elle a donné sa version de l'histoire. Cette fois, elle a dit que c'était Cold qui avait insisté pour marcher sur ce sentier dangereux en assurant qu'il connaissait le chemin de corps. Pendant la promenade, Jordan a avoué honnêtement qu'elle ne voulait plus rester mariée. Elle a aussi dit qu'elle craignait l'intimité avec lui. Et cela a fini par devenir une dispute qui a même dégénéré en quelque chose de physique. Selon elle, A l'a saisie fermement par le bras, mais elle a réussi à se libérer après avoir tenté de se dégager. Et c'est quand il s'est retourné que Jordan est allé là-bas et impulsivement a fini par pousser son mari au loin. Mais au lieu de simplement repousser l'homme, Cold a perdu l'équilibre à ce moment-là et est tombé directement dans le précipice. Autrement dit, ils avaient un parc national gigantesque pour discuter au bord du précipice. Il n'a pas fallu longtemps pour que les amis et la famille de Cold commencent à remettre en question cette petite histoire de Jordan. Ici, je fais juste un commentaire, d'accord les gars? C'est comme ça, le mariage était vraiment au bord du précipice. Pas besoin de prendre les choses au pied de la lettre, n'est-ce pas? Pour les personnes qui ont trouvé toute cette histoire étrange, ça n'avait vraiment aucun sens, n'est-ce pas? Cold a toujours été un gars prudent. Il ne mettrait jamais sa vie en danger, comme je l'ai dit, surtout dans un endroit aussi risqué la nuit. Mais le véritable tournant de l'affaire est survenu lorsque le frère de Jordan a raconté à la police qu'elle lui avait demandé de mentir. Elle ne voulait pas qu'il mentionne quoi que ce soit à propos du corps retrouvé. Et ce détail n'a fait que renforcer les soupçons à son égard. On peut le dire, non? Il y avait déjà beaucoup de soupçons, non? C'était évident. Malgré tout, Jordan a insisté que c'était un accident. Mais il était déjà trop tard. Le procès a continué. Le 9 septembre 2013, elle a comparu pour la première fois devant un juge fédéral. Elle a été accusée de meurtre au second degré et a maintenu sa version initiale sans en changer un mot. Une conviction mortelle, n'est-ce pas? Quelques jours plus tard, le procès a alors commencé devant un grand jury qui n'a eu aucun doute. Les preuves suffisaient à accuser formellement Jordan de la mort de son mari. Mais sa situation s'est encore aggravée lorsque le procureur a décidé de requalifier l'accusation en homicide au premier degré.
Et il a également ajouté une nouvelle accusation pour avoir menti aux autorités. Désormais, Jordan risquait la prison à perpétuité. Pourtant, le juge lui a permis d'attendre le procès en résidence surveillée avec bracelet électronique. De plus, il a ordonné qu'elle subisse une évaluation de santé mentale et qu'elle suive tout traitement recommandé par les spécialistes, si nécessaire. La première audience a donc eu lieu le 13 octobre 2013. Ce jour-là, Jordan a entendu chacune des accusations contre elle. Homicide au premier et au deuxième degré et accusation de fausse déclaration. Le jury a eu accès à l'enregistrement de l'aveu de Jordan. Dans cet enregistrement, Jordan a admis avoir poussé le colt, mais elle insistait que ce n'était pas de sa responsabilité. C'était un accident. Selon elle, tout s'est passé trop vite et sa seule intention était d'éloigner le colt à cet endroit. Pendant la dispute, Jordan a tenté de se justifier en affirmant qu'elle n'était pas une criminelle car elle l'avait seulement poussé. Et ce qui s'est passé ensuite était une fatalité. Mais ce qui a vraiment joué contre elle, ce sont les témoignages de ses propres amis. Appelés comme témoins, ils ont révélé que le plus grand problème du couple concernait leur vie sexuelle. Voilà l'origine de la dispute, j'en reparlerai plus tard. Mais mec, je me demande ici ce que ces gars faisaient au bord d'un précipice, mec, c'est vraiment bizarre, non? Jordan refusait d'avoir des relations intimes avec Cold. Et elle a même reçu des messages d'amis proches disant qu'il voulait probablement faire toutes sortes de choses perverses qu'elle ne voulait pas. Elle se sentait donc sous pression, comme si c'était son devoir de le satisfaire à ce niveau-là, même si elle était malheureuse. Et ces messages contrastaient totalement avec les textos qu'elle avait envoyés juste après le mariage, dans lesquels elle semblait enthousiaste et pleine de projets. Pour l'accusation, c'était un élément de plus pour comprendre toute la dynamique de leur relation. Complexe, n'est-ce pas, jusqu'à la tragédie? Eh bien, quand ce fut au tour de la défense, ils ont alors essayé de changer ce récit, de dire qu'elle était une personne complètement instable, n'est-ce pas? Totalement problématique. Ils ont alors montré les vidéos du mariage, montrant Jordan souriante, toute heureuse, n'est-ce pas? Apparemment, du moins. Dans une tentative de démonter l'idée qu'elle était une personne insatisfaite qui voulait quitter le mariage. Les avocats ont décrit Jordan comme une jeune femme naïve, immature, timide et ayant du mal à créer des liens avec des adultes. Mais cette stratégie a convaincu beaucoup de gens. Début décembre, après 4 jours de procès, Jordan, qui avait alors 22 ans, a accepté un accord avec l'accusation. Elle a plaidé coupable d'homicide au second degré. En échange, les accusations principales, comme le parjure, ont été abandonnées. L'accord a été conclu à la dernière minute. Alors que le jury allait se réunir pour décider de son sort. La sentence a donc été reportée au 27 mars 2014, 3 mois plus tard. Le tribunal était plein ce jour-là. En plus des membres de la famille impliqués, des amis de Cody étaient également présents, impatients d'entendre quel serait le sort de Jordan. Dès l'ouverture de l'audience, les avocats de la défense ont encore tenté leur dernière carte. N'est-ce pas? Ils ont demandé l'annulation de l'accord de plaidoyer. Ils ont allégué que l'accusation avait agi de mauvaise foi et avait fait pression sur le juge pour imposer une peine plus sévère, même après avoir retiré l'accusation la plus grave. Cependant, le juge a rejeté la tentative de revenir sur ce qui avait déjà été décidé. Quand ce fut son tour de parler, Jordan n'a même pas essayé de se justifier, mais elle n'a pas non plus montré de remords. Elle a dit qu'elle n'avait pas de réponse pour expliquer pourquoi elle n'avait pas pris des décisions différentes cette nuit-là. Elle a dit avoir été submergée par le choc et la panique, incapable de donner une autre explication à ce qui s'est passé. Au moment du verdict, alors, le juge n'a pas mâché ses mots. Il a souligné que Jordan avait menti et changé plusieurs fois sa version des faits. Le plus choquant, c'est qu'elle n'a jamais exprimé de remords. Pour lui, elle n'avait respecté ni la loi ni la société. La sentence finale a été de 30 ans de prison sans libération conditionnelle, suivie de 5 ans de liberté surveillée. La défense tentait de réduire la peine à seulement 10 ans, tandis que l'accusation réclamait entre 50 ans et la prison à perpétuité. Le juge a aussi interdit à Jordan de profiter de cette histoire et a exigé un traitement psychiatrique. Il a également imposé le paiement d'une somme d'argent pour couvrir les frais de récupération du corps de Cody. Et d'un peu près, comme cela s'était déjà produit depuis la mort de Cody, Jordan a été escorté hors de la salle sans montrer la moindre émotion. Comme si le poids de la situation ne l'atteignait pas. Quelques années après la condamnation, ses avocats ont tenté un nouvel appel jugeant la peine de 30 ans excessive. L'appel a été rejeté et la décision du juge confirmée.
Jordan continuait à purger sa peine sans montrer de remords ni de changement dans son comportement. La question après tout cela, du moins pour moi, c'est ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Comment sont-ils arrivés là-bas? N'est-ce pas près d'un précipice? Ici, ça laisse place à beaucoup de spéculations, n'est-ce pas? On ne saura jamais la vérité, n'est-ce pas? Puisqu'elle insiste sur cette histoire d'accident, est-ce que cela a un fondement? Sont-ils allés là-bas soudainement pour une raison? Faire une aventure là-bas, dans le sens où elle refusait toujours, si vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que le poids des croyances, vous voyez, avec lesquelles elle a grandi? Peut-être que ça a aussi influencé sa décision, vous voyez, de cette façon. Ah, je ne peux pas divorcer, donc si je ne peux pas divorcer, je vais devoir faire quelque chose. Et là, c'est cette histoire, n'est-ce pas? Genre, un péché a plus de poids qu'un autre, non? Tu peux tuer ton mari si tu ne peux pas le quitter. Fin des spéculations. J'y ai déjà réfléchi ici et j'aimerais votre avis, car il y a de nombreuses dans le neuropistes à explorer. N'est-ce pas, les gars? Beaucoup de possibilités, hein, comme je l'ai dit, un crime totalement évitable et une seule certitude. Tout n'est pas ce qu'il paraît. Espace thérapeutique. Les commentaires me servent à discuter. Merci beaucoup pour votre présence. Bisous du roux et à bientôt.